En 2022, face à la crise énergétique, l'État français avait sorti le carnet de chèques pour amortir le choc. Mais aujourd'hui, en avril 2026, Avec cette fermeture du détroit d'Ormuz, oui. c'est ça, la facture mondiale explose à nouveau, sauf que là, avec un déficit public à 5,1%, les caisses sont vides. Complètement vide, le fameux quoi qu'il en coûte, c'est bel et bien fini en fait. Voilà, on passe au chacun pour soi. Bienvenue dans ce décryptage. On va se plonger dans les données macroéconomiques et les sondages récents pour comprendre comment ce nouveau séisme redessine la France. À un an de la présidentielle, Le point de bascule du coup, c'est vraiment ce blocage d'Ormuz. Faut rappeler qu'on parle de 20% des approvisionnements mondiaux en hydrocarbures qui sont menacés. ce qui est énorme. Ah oui, c'est massif. Et la Banque de France anticipe une inflation qui pourrait monter jusqu'à 3,3%. Sauf que cette fois, on n'a pas de bouclier tarifaire global. Non, juste des aides très ciblées, genre pour l'agriculture ou les transports. Exactement. Le reste de l'économie se retrouve en première ligne, sans filet de sécurité. Donc en gros, pour bien visualiser, c'est comme si on avait enlevé les amortisseurs de la voiture, on roule sur un nid de poule et tous les passagers ressentent la secousse de plein fouet. C'est une très bonne analogie. Mais attendez, d'un point de vue purement budgétaire, cette hausse des prix de l'énergie, ça fait pas rentrer mécaniquement plus de TVA dans les caisses de l'État, non? Alors ça, c'est l'erreur classique d'analyse. Il faut vraiment distinguer une inflation interne, qui est tirée par une forte demande chez nous, d'une inflation importée. L'énergie, c'est importé. Donc l'argent payé en plus à la pompe, il stimule pas du tout notre économie. Il quitte le pays pour payer les producteurs étrangers, tout simplement. Ah, donc c'est un pur appauvrissement collectif. C'est ça. Et l'équation se résume à une question brutale. Qui va éponger cette perte nette? Vu que l'État refuse de creuser davantage la dette, Ce sont les entreprises et surtout les ménages qui trinquent. Un transfert direct. c'est exactement ça. Et forcément, quand le portefeuille se vide, l'angoisse se déplace vers les urnes. Si on regarde les dernières enquêtes de la Fondation Jean Jaurès et d'Eslab, le lien est flagrant. On a 74% des sondés qui exigent une transformation profonde, voire radicale pour 2027. Les tendances montrent un rejet massif de l'exécutif, dont la cote de confiance stagne autour de 23%. Et cette frustration, elle profite à des offres politiques très différentes. On le voit avec le Rassemblement national, qui est perçu par beaucoup comme renforcé depuis les municipales. Tout à fait, Jordan Bardella capte une grande part de ce mécontentement, il est à 38% dans les personnalités. Et juste derrière, on a Édouard Philippe, à 37%, qui incarne une alternative pour un autre segment. Mais alors, à gauche, la dynamique est assez paradoxale d'après les chiffres. Oui, parce que l'union fonctionne au niveau local, mais Jean-Luc Mélenchon fait face à un rejet national massif. On parle de plus de 70%, c'est ça, 73% précisément. C'est un plafond de verre très lourd. Donc la France de 2026, c'est une véritable cocotte-minute politique. L'urgence matérielle percute un système partisan qui semble bloqué. Et face à ce climat super éruptif, l'État essaie de reprendre la main sur le temps long à travers l'industrie et l'école. Oui, on le voit avec des initiatives locales étonnantes. Par exemple, cette nouvelle usine en Ariège. Celle qui produit des géotextiles. Voilà, en chanvre et en laine, qui crée 40 emplois. Pourquoi mettre en avant ce genre de petits projets dans un contexte macro aussi tendu? L'idée, c'est de rebâtir une souveraineté par le bas. Le but, c'est pas de défier les géants mondiaux sur la tech demain matin, c'est de relocaliser des productions essentielles avec nos ressources, pour que les territoires puissent mieux encaisser les futurs chocs, en fait. Et en parlant de choc à anticiper, il y a un bouleversement très silencieux qui force aussi l'État à s'adapter, c'est la démographie. La chute des naissances, oui. C'est historique. Moins 25% en 15 ans. C'est fou. Du coup, pour adapter l'école, l'éducation nationale déploie des observatoires des dynamiques ruraux. Ça fonctionne comment, au lieu de juste fermer des classes à la hâte? Ce sont des systèmes d'alerte précoce. Ça cartographie les mouvements de population sur plusieurs années. D'accord. Donc, au lieu de fermer une école du jour au lendemain, on anticipe. On regroupe 3 écoles à moitié vides pour créer un vrai pôle éducatif régional bien équipé. Avant que les finances de la commune ne s'effondrent, quoi. Exactement. C'est l'anticipation contre l'urgence. Ce qu'on retient de cette analyse, c'est vraiment l'imbrication de toutes ces crises. Impossible de comprendre les élections sans regarder le prix du baril, ni de penser la carte scolaire sans observer les naissances. Les secousses mondiales dictent le local, oui. Et nos divisions rendent la réponse plus complexe. Ce qui m'amène à une dernière réflexion très présente en nos sources. Pendant que la France gère ses défis internes, son influence diplomatique recule. Le cas du Liban l'illustre parfaitement. Totalement, malgré des liens profonds, Paris peine à peser sur le conflit aujourd'hui. Alors cette perte de levier à l'international, est-ce que c'est le prix inévitable de nos fractures intérieures ?
C'est la grande question pour les années à venir. Eh bien, on laissera cette réflexion en suspens. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et on se retrouve très vite pour creuser de nouveaux sujets.